Bonjour Cyril Vu, Bonjour Bruno Tesson. je suis très heureux de venir à ta rencontre aujourd'hui. Nous nous connaissons depuis quelques années, depuis que nous avons travaillé ensemble sur des sujets de gouvernance pour ton entreprise Seabird. Alors cette rencontre avec toi Cyril, elle m'avait beaucoup marqué, comme je suis sûr aussi qu'elle va marquer toutes celles et ceux qui nous écoutent, parce que finalement ton histoire est très étonnante. Tu es l'entrepreneur qui avait peur de devenir riche. C'est pour le moins pas très classique. Alors nous allons aujourd'hui, à partir de ton expérience personnelle, parler de nouvelles formes de gouvernance, de partage du pouvoir, partage de l'argent, de la valeur créée, de dividendes sociétaux, de transmission et de famille, et puis peut-être de la vie en général. Je m'en régale déjà. Je ressens, Cyril, que tu es une personne profondément libre et que finalement d'être libre, ça te permet d'inventer ta vie, d'inventer des choses et finalement de sortir des sentiers battus. Tu as 51 ans, tu es marié, ton épouse est artiste, je ne me souviens plus de son prénom, Marine. Marine. Vous avez 3 enfants de 20 ans, 18 ans et 14 ans, et tu diriges Seabird, qui est une société de conseil qui réalise grosso modo un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en prestations de services avec plus de 200 consultants. C'est déjà la belle entreprise de conseil. Alors Seabird intervient depuis près de 20 ans spécifiquement auprès des acteurs de l'assurance. Seabird accompagne ses clients dans leurs projets de transformation stratégique, opérationnelle, organisationnelle, réglementaire, dans la digitalisation de leur système d'info, de leur processus métier, et assure aussi un accompagnement. J'ajoute que 2 tiers des salariés sont actionnaires et détiennent ensemble 16% du capital et que un peu plus de 20% autres sont détenus par une fondation actionnaire, la fondation Seabird Impact. Et Seabird est devenue cette année une entreprise à mission. Cyril, qu'est-ce que tu veux ajouter à ma présentation ? C'est extrêmement complet, Bruno. J'ajouterais qu'on a également obtenu la labellisation B Corp, Ah bah oui. qui est une labellisation assez exigeante, et on a obtenu, je crois, 101 points, ce qui est assez logique compte tenu déjà de tout ce qu'on a engagé. Donc ça, c'est voilà pour la petite histoire. Ce que j'aimerais ajouter, écoute, non, c'est assez complet. Sinon que sur le sujet de la liberté. Je ne me sens pas véritablement très très libre en réalité parce que je pense qu'on est tous assez conditionnés par nos histoires familiales, par euh, toutes les personnes qu'on rencontre et qu'on a un degré de liberté en fait assez peu important. Mais pour autant, je ne suis pas angoissé parce que le moyen que j'ai trouvé, pour ce qui me concerne, d'être libre, c'est de comprendre un peu plus les raisons pour lesquelles je me mets en mouvement et ce qui est la cause de mes actions. Et c'est par la découverte en sortant un peu de l'ignorance que me sens un peu plus libre. Donc pas forcément très libre, mais en tout cas très conscient. Voilà, en tout cas, ma liberté, c'est de comprendre pourquoi je fais telle ou Pourquoi telle tu chose. fais ça ? Voilà, exactement. Voilà, ok. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots de Seabird quand même, de son métier, son positionnement aujourd'hui ? Après, on racontera l'histoire et ton histoire personnelle et celle de Seabird. Mais aujourd'hui, photo de Seabird. Alors, Seabird aujourd'hui, c'est même plus simple que 30 millions, c'est de l'ordre de 36 millions et on est sur cette tendance-là pour l'année en cours. Et c'est 250 collaborateurs. Ah oui. On s'est bien repris après le Covid. Effectivement, on s'est positionné alors, au départ sur le secteur de l'assurance, où nous avons encore 80% de nos activités, et puis sur la banque aussi, et l'asset management, où nous avons développé maintenant 20% de notre chiffre d'affaires. On a récemment élaboré un plan stratégique à horizon 2030 pour se projeter dans l'avenir, et on a pour ambition de devenir un acteur du conseil dans le secteur financier, d'un genre un peu nouveau, et on va le développer peut-être un peu plus tard, et qui a plusieurs spécialités sur lesquelles on veut développer vraiment nos savoir-faire, et qui donc est une sorte de multispécialiste dans le secteur financier parce qu'on veut choisir nos expertises et nos batailles plutôt que d'embrasser trop largement toutes les expertises et de se retrouver ainsi en face des très gros du conseil. Voilà, on a une stratégie de niche, spécialité par spécialité, sur lesquelles on veut développer de vrais savoir-faire. Et ce sont des expertises surtout techniques sur l'actuariat, Voilà, sur absolument. les risques, Exactement. plus que l'organisation générale des entreprises. Voilà, Vous êtes- c'est par exemple sur l'épargne, les unités de compte et l'épargne euro, les fonds en assurance vie, c'est de l'euro ou de l'unité de compte et on a développé de vraies expertises là-dessus.
on veut devenir une référence sur ces sujets-là. C'est sur, par exemple, l'actuariat, en particulier sur les sujets de prévoyance et de santé, parce qu'on estime que dans les grands enjeux de nos sociétés de demain, les sujets de santé et de prévoyance sont des sujets absolument majeurs. Donc on veut, voilà, c'est niche par niche, et j'ai donné 2 exemples, il y en a d'autres. Par exemple, sur les parcours clients dans le secteur de la mutualité et du courtage. Voilà, on veut développer des spécialités sur lesquelles on fait des investissements, on développe des expertises, et là, on est capable de concurrencer même les plus gros. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi nos batailles. C'est ça notre stratégie. C'est une stratégie de niche qui, en tout cas depuis le début, fonctionne. Vous recrutez des jeunes, j'imagine, plutôt bien diplômés, bien dans leur tête pour réussir à faire tout ça. Oui, mais pas que. Parce que, justement, on ne veut pas tomber dans le schéma classique de la reproduction. Et donc, on a bien entendu un volant de recrutement très significatif et majoritaire auprès des grandes écoles et grandes universités d'ingénieurs et de commerce, naturellement. On a aussi développé, et on va le faire encore plus dans le cadre de la société à mission, un recrutement au potentiel, en essayant d'aller chercher des personnes qui ont fait des Master 2 dans des facs un peu occultes et qui, dans les meilleurs des cas, se retrouveront responsables de caisse chez un Carrefour parce que malheureusement, il y a un conditionnement social ou qui fait que même si on a fait des études dans certains endroits, le manque de on réseau. a du mal. Oui, exactement. Et donc, on va essayer d'aller chercher ces gens-là pour réparer un peu l'ascenseur social. Donc, oui, mais pas que, pour répondre à ta question. Okay. Pas que les grandes écoles et les élites habituelles. Ok. Pour terminer juste sur la présentation aujourd'hui de ce qu'est Seabird, j'ai été interpellé en regardant votre site internet par une phrase, ou en tout cas peut-être une baseline, c'est la pratique stratégique et la vision opérationnelle. Alors, on a l'habitude d'entendre les choses croisées d'une autre façon. C'est en général la pratique opérationnelle et la vision stratégique. Vous avez inversé les termes. On a twisté. Qu'est-ce que ça sous-tend, ça ? Quel est le message ? Le message, c'est justement pour bien montrer qu'il n'y a pas d'échelle de valeur dans l'accompagnement. Et que on est capable d'accompagner de manière très opérationnelle nos clients. Ils ont des besoins ponctuels très opérationnels, de renfort, soit sur des projets, soit sur des opérations quotidiennes. Et tout autant qu'ils ont besoin également de réfléchir à comment réorganiser telle ou telle façon de travailler, comment penser tel ou tel, ou concevoir un nouveau produit ou un nouveau mode de distribution. Et on a volontairement twisté la chose pour dire que ces 2 choses-là sont imbriquées et qu'on a un accompagnement qui reste... c'est pas juste du PowerPoint qui a qu'à faucon. Voilà. On a l'habitude de dire au campus des dirigeants qu'il faut être sans doute même encore plus intelligent pour déployer une stratégie que pour l'écrire. Parce que là, on scoltine la réalité du marché, des clients, du management. C'est tellement plus compliqué, c'est tout à fait juste. C'est tellement plus compliqué. Et c'est pour ça que les grands du conseil, les MBB, comme on les appelle, et je ne les citerai pas plus que par cet acronyme, les grands du conseil, ils font des super PowerPoint, ils réfléchissent très très bien, mais c'est souvent... C'est-à-dire que la copie stratégique est souvent extrêmement bonne. C'est des gens qui réfléchissent extrêmement bien, mais elle est souvent hors sol. Et surtout, la mise en œuvre, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce que ces copies stratégiques, elles proposent de changer le système, mais quand en réalité, il faut changer le système et que les individus doivent bouger, et là, ça devient très compliqué. Et c'est là qu'on peut être très fort en accompagnement, et c'est nous, là où on veut être. Et restez-le, parce que vous deviendrez un grand du conseil, je n'en doute pas. Peut-être. Et donc évitez les PowerPoint. Cyril, moi ça m'intéresse que tu nous racontes ton parcours, ton histoire personnelle, peut-être depuis ton enfance jusqu'à ce que tu arrives ici chez Seabird. Tu n'en es pas le fondateur, tu as rejoint le fondateur assez vite. Comment ça s'est passé et quelle était la suite de l'aventure ? Alors, je vais effectivement partir d'assez loin parce que ça explique beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est intéressant. Voilà. Donc, je vais le faire sans trop de pudeur parce que c'est intéressant pour éclairer, ceux qui nous écoutent. Voilà, et pour éclairer mes choix ensuite. Et ça illustrera un peu ce que je disais tout à l'heure sur le sujet un peu du conditionnement ou du degré de liberté que j'estime probablement assez faible. Alors moi, je suis d'un père vietnamien et d'une mère... française, bourgeoise, catholique de province, Poitiers en l'occurrence. Et donc voilà, je suis... Et ton père bouddhiste alors ? Et mon père bouddhiste et catholique puis catholique ensuite voilà. Parce qu'il avait été au contact des jésuites
au Vietnam. Comme c'était le cas pendant la colonisation. Et donc, on est 4 enfants, et je suis le numéro 2. Mes parents divorcent assez tôt et ma mère nous élève finalement seuls, avec 4 enfants, avec beaucoup de bonheur, c'est-à-dire que j'ai une enfance très heureuse, mais effectivement avec beaucoup de sobriété et de, comment dire, de sobriété. C'est-à-dire que je portais les fringues de mes cousins, j'allais en vacances à Noirmoutier, mes grands-parents avaient une maison sur la dune, donc c'était une sorte de rêve, de bonheur. Hein. Ah oui. J'ai été scout pendant une dizaine d'années et j'ai fait des camps formidables. Donc j'ai eu une enfance où vraiment on vivait de pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on vivait bien et qu'est-ce que j'ai été heureux finalement, avec pas grand-chose. Et ma mère, qui nous a élevés à la force du poignet, avait toujours une attention et une attention pour les autres et pour les gens qui étaient plus nécessiteux que nous. Et j'ai retenu de ça que c'est souvent ceux qui ont le moins de choses qui sont le plus attentionnés à ceux qui n'ont pas grand-chose. La parabole de la... Voilà, exactement. Donc j'ai été quand même pétri de culture chrétienne, même si, en fait, je m'en suis beaucoup écarté et qu'aujourd'hui, et ça illustre aussi pas mal de choses de mon parcours, je suis devenu de ce point de vue-là détaché des religions de manière générale, même si je les respecte infiniment. Mais à 17 ans, je voulais être curé quand même. Donc c'est que j'avais une aspiration mystique très forte. Oui. Et aujourd'hui, en fait, je me suis... j'ai lu un peu de philo, hein, je ne suis pas un grand philosophe, mais j'ai découvert il y a quelques années Spinoza, et j'avoue que j'ai été assez conquis par Spinoza. Sa vision de Dieu. Exactement, sa vision de Dieu, c'est-à-dire que ça reste quelqu'un qui croit en Dieu, mais Deus sive natura, c'est-à-dire Dieu ou la nature, et la nature dans toutes ses formes. Hein, pas simplement, aussi. Voilà, exactement. Et donc, moi, voilà, ça m'a beaucoup parlé. Et alors justement, c'est Spinoza qui dit que notre liberté, le libre arbitre est une invention humaine, mais qu'en réalité, la seule liberté que nous ayons, c'est de sortir de notre ignorance en découvrant et en remontant la chaîne de causalité qui fait ce que nous sommes. Voilà. Ben, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, alors. Un petit peu. Génial. Voilà. donc voilà, et donc rapidement sur l'enfance, ensuite je fais des études sympas, je fais une prépa HEC. Il se trouve que voilà, j'ai un ADN et une génétique qui font que je réfléchis assez bien et assez vite. Par ailleurs, quand même, avec ma mère, on est dans un milieu socio-culturel où on écoute de la musique, on lit des livres, on va au théâtre, ou un peu, en tout cas, je suis dans un milieu et un bain culturel plutôt éduqué, on va dire. Et puis voilà, ça c'est mon terreau de départ. Je fais de bonnes études. J'intègre une grande école de commerce, une des parisiennes, en l'occurrence l'ESCP. Et puis ensuite, je pars au Vietnam. Je pars au Vietnam 3 ans, parce que, je le fais à moitié pendant ma scolarité, et puis ensuite 2 ans en coopération. Parce que, pour retrouver des racines. Oui, parce que moi j'ai une gueule de Viet, et puis on me prend parfois pour un Vietnamien. Je me sens français parce que moi tous mes cousins ils sont blonds aux yeux bleus, et j'allais à la messe à Noirmoutier au bout de la dune. Donc il y avait une dissonance. Il fallait que je me retrouve, il fallait que je me réconcilie. Et donc je vais au Vietnam, j'apprends le vietnamien et je passe 2 ans notamment à Da Nang, au milieu des Vietnamiens, à monter une usine de bière. Qui te prenait pour un Français? Non, même justement pas, parce chouette. que j'avais un patronyme vietnamien. Ah oui. Et pour eux, parce que souvent au Vietnam, ceux qui sont métis, ils sont de père occidental et de mère vietnamienne. Ah oui, le plus souvent, oui. Et c'est plus souvent le cas. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle des Lai Vietnam, ils sont mal considérés parce que ce sont des Blancs qui ont épousé des Congai, des femmes vietnamiennes. Alors que là, c'était l'inverse. J'avais un patronyme vietnamien. Donc ça veut dire que c'était un Vietnamien qui avait épousé une Française. Ce qui était une forme symbolique de revanche sur le colonisateur. C'était important, ça. Et donc, on m'appelait An Minh. An Minh, grand frère Minh, parce que mon prénom vietnamien, c'est Minh. D'accord. Et ça, je le découvre. C'est-à-dire que moi, j'étais Cyril Vu, blond aux yeux bleus dans ma tête, jusqu'à 20 ans. Et là, on m'appelle An Minh. Et je suis grand frère Minh, et on me parle en vietnamien. Et ça, c'est extraordinaire. Et je reviens du Vietnam. Donc tu as fait cette réconciliation? J'ai fait cette réconciliation grâce à ça. J'ai fait cette réconciliation grâce à ça, et j'ai assumé ma part de vietnamitude, mais je suis en réalité extrêmement français et extrêmement occidental. Dans ta façon de penser. À tous égards. J'ai été scout, j'ai coché toutes les cases du français de souche, on va dire. Et pourtant, j'étais un peu vietnamien et je ne l'étais pas assez.
Et je suis devenu. Je suis néanmoins rentré en France, même si j'avais envisagé de... Parce que ma future femme était en France et on avait des une relation ici qui tenait. Et puis là, je fais un parcours de financier assez traditionnel dans plusieurs boîtes d'agroalimentaire comme le groupe Unilever ou dans les services, dans le groupe Sedge. Je fais des fusions-acquisitions. Je deviens un financier d'entreprise. Je fais beaucoup de compta, de contrôle de gestion. Je fais 4 ans de fusion-acquisition. À un moment donné, en 2000, pendant la bulle Internet, je passe 2 ans quand même dans une start-up parce que ça me démange déjà de vivre ma propre aventure et d'être à la tête de ma propre culture. C'était pour voir comment ça se passe dans une start-up? C'était parce que je rejoins une start-up dans le logiciel, dans le CRM, pour faire de la levée de fonds et puis pour la dimension entrepreneuriale que ça représente. Parce que j'étais chez Unilever dans un grand groupe et en fait, je me rends compte que les grands groupes, c'est pas tellement fait pour moi, que moi j'ai besoin... C'est le système qui te porte, quoi. Voilà, exactement. Et puis c'est des cultures que parfois je dois subir. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Je ne suis pas contestataire de tout, hein. Mais voilà, il y a des choses qui m'interpellent et qui ne me plaisent pas. Donc je fais une première tentative en 2000, puis finalement, ça ne connaît pas le développement que j'imaginais. Je rentre chez Sedge en 2002, donc Sedge, l'éditeur de logiciels, où là, pendant 6 ans, je suis directeur financier d'une entité en France et je fais 4 ans de fusion-acquisition. Et puis, je pars ensuite pendant 2 ans dans le groupe Neurone, qui est une boîte cotée, une ESN, hein, donc SS2I, dans le secteur du développement informatique, et qui avait fait des rachats dans le conseil. J'y travaille 2 ans. Et un copain qui avait monté Seabird vient me chercher. Ils étaient une vingtaine et il me dit, voilà, moi, ça fait 5 ans que j'ai monté la boîte. Je suis déjà à un tournant. Soit je vends, soit je trouve quelqu'un avec qui m'associer pour développer la boîte. Et il vient chercher ta compétence financière ou il vient chercher Cyril, son copain? Alors, qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient chercher... parce que lui a déjà bien structuré les choses à l'époque. Il vient chercher un sparring partner pour développer la boîte. Et on était copains depuis un certain temps, depuis le SCP, même s'il lui avait fait Dauphine. Mais, on décide de développer, de s'associer. Et je lui dis, OK, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, on est à part égale, si je puis dire. Je te rachète la moitié de la boîte et puis on co-dirige la boîte de manière collégiale. Donc vous vous entendez sur un prix. Voilà, exactement. On se met d'accord. Je lui rachète la moitié de la boîte et on se lance comme ça. Et la boîte se développe assez vite. Et au bout de 3-4 ans, il manifeste le désir de se retirer, opérationnellement, capitalistiquement pour partie seulement, alors qu'on est une cinquantaine et que la boîte fait peut-être 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Autant au début, c'était un peu du luxe d'être 2 pour 20, autant pour 50, c'était pas nécessairement le meilleur moment. Et en même temps, finalement... voyant que de toute façon, il est au bout d'un chemin, tu lui rachètes ses parts et je lui dis, OK, on rachète. Et donc, je monte un premier LBO pour lui racheter une partie de ses parts. Et il quitte opérationnellement en 2014 ses fonctions de président et je deviens donc PDG. Et te voilà seul aux commandes. Et me voilà seul aux commandes. Je fais monter quelques jeunes managers assez vite et on continue sans lui, en tout cas opérationnellement. Et puis on fait 2 LBO également successivement. Donc on en a fait un en 2014, on en fait un autre en 2017 pour sortir le fonds d'investissement que j'avais fait rentrer en 2014 parce que la boîte continue à se développer fortement et que j'ai l'impression de rémunérer des actionnaires financiers dormants qui ne m'apportent pas beaucoup de valeur. Donc je leur propose avec insistance de sortir dès 2-3 ans au capital. Ça n'a pas été une négo très facile, mais j'arrive à les sortir quasiment complètement. Et en 2019, je fais un 3e LBO pour là sortir définitivement le fondateur qui souhaite quitter complètement l'aventure. Alors, bon, comme il était minoritaire et qu'on avait déjà un LBO sur le dos, ça me semble un peu prématuré d'avoir à le payer tout de suite. Et en même temps, je vois dans la façon dont tourne notre relation que ce sera mieux pour lui comme pour nous que je reprenne totalement notre liberté, même si ça nous coûte très cher. Donc, on signe son chèque, si je puis dire, en juillet 2019, en faisant un nouveau LBO, parce que il faut financer le rachat de ses parts. Et nous voilà libres en 2019.
Alors voilà pour l'histoire, on va Oui, dire, capitalistique comment t'arrives là? de Seabird. Après, il se trouve que à partir de 2014, quand on fait ce premier LBO, déjà je me rends compte que ça vaut de l'argent. Ça vaut beaucoup d'argent. Ça commence à valoir de l'argent. Et puis à mesure que je dois payer ceux qui sortent, que ce soit le fonds ou le fondateur, Ça fait de plus on en fait plus des d'argent. chèques, on emprunte pour faire des chèques pour payer les gens qui étaient là avant ou qui avaient des actions. Et c'est beaucoup d'argent à chaque fois. Et je me dis, bon, bah, donc ça veut dire que je suis riche. Et je me dis, OK, mais qu'est-ce que ça va changer à ma vie et qu'est-ce que ça me donne comme possibilité? Qu'est-ce que ça va changer? Et, et ça me fait beaucoup réfléchir et ça me fait surtout beaucoup lire et échanger avec des gens sur le mérite, sur la répartition de la valeur, sur des questionnements que j'imagine toute personne qui s'enrichit peut avoir, devrait avoir, à mon avis, à savoir, est-ce que c'est normal que je puisse gagner potentiellement 5, 10, 100, 1000 fois plus que quelqu'un que j'ai embauché comme salarié? Est-ce que je le mérite? Quels sont mes mérites véritables? Qu'est-ce qui serait raisonnable? Qu'est-ce qui serait déraisonnable? Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants? Voilà, toutes les questions que j'imagine tous nos auditeurs. Mais j'imagine que tu sont n'as pas posées. trouvé des réponses à toutes ces questions d'un coup. Parce que Non, sinon... non, et ces réponses d'ailleurs sont jamais définitives Oui, parce que moi j'y ai apporté certaines réponses avec le degré de conscience et de compréhension que j'en avais. Et je dis pas que j'ai raison, hein. En tout cas, ces réponses que j'ai apportées, j'ai juste l'impression que je vis bien avec. Oui. Mais pour autant, je reste sur ces sujets-là extrêmement prudent parce que je veux vraiment donner aucune leçon à qui que ce soit. Je ne dis pas que les riches doivent se délester de leur richesse. On va en Pour reparler, moi, ça semble nécessaire. Oui. Je pense que, que la société en a besoin, mais je sais que c'est utopique. Mais alors, avec ces réflexions, peut-être pas d'angoisse à ce point-là, mais en tout cas des interpellations sur la richesse, qu'est-ce que ça a généré dans ton rôle de dirigeant? Parce qu'il fallait quand même que tu continues de venir bosser. J'imagine que plus tu travaillais, plus tu devenais riche. Oui. Parce que l'entreprise allait encore se développer. Est-ce que ça t'a un peu paralysé? Est-ce que si tu n'avais pas eu ces doutes, finalement, tu serais allé encore plus vite? Est-ce que ça a freiné la croissance? Alors oui, ça l'a freiné à certains égards. Parce qu'en 2017... Donc en 2017, on est entre le deuxième et le troisième LBO. Le fondateur, je commence déjà à avoir des difficultés avec lui et je vois le moment où ça va commencer à gripper et qu'on va avoir des relations peut-être potentiellement conflictuelles. Et en 2017, il y a un fonds britannique qui vient me voir. Il se trouve que dans ce fonds, il y a un gars que je connaissais, qui me connaissait d'avant, qui me dit, Cyril, il y a une boîte à vendre qui est dans la banque, dans la tech. Toi, tes assurances et tes métiers. Ça ferait beaucoup de sens qu'on monte un deal ensemble. Viens, on va les voir. Il se trouve que 90% de cette société était à vendre. Je rencontre la banque d'affaires avec le fonds qui est venu me chercher. On rencontre une partie des dirigeants. Et je vois que, OK, il y a un deal possible où je reste majoritaire avec mes managers. Parce qu'il y a d'un côté une boîte qui est un peu plus grosse que nous, qui fait à l'époque 25 millions ou 30 millions, et nous on fait 25, je ne sais plus. Et en gros, il y a 90% du capital à vendre, à reprendre. Donc quand on fait toutes les péréquations machin, avec des valos comparés, on arrive à devenir majoritaire parce que avec de la dette machin, on y arrive. Et donc là, potentiellement, on peut monter un deal où on va lever 50 millions de dettes. On crée un groupe qui fait 60 à 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 personnes. Et la chance que j'ai fait des M&A, j'ai fait 3 LBO. Les dirigeants, souvent, quand ils n'ont pas ces expériences financières de haut de bilan, ouvrir le capital, les opérations, c'est des choses angoissantes, ça fait peur parce que... Je vais perdre le contrôle, on va m'imposer des choses. Exactement. Et les gens ne sont pas familiers de ça. Les entrepreneurs qui n'ont pas fait de M&A, qui n'ont jamais touché à ces sujets-là, pour eux, c'est vraiment un truc. C'est se déposséder. Mais moi, ces sujets-là me faisaient pas peur. J'avais vu plein de boîtes. Et tu voyais l'effet de levier. Et je voyais l'effet de levier. Donc je suis un financier, quoi. Voilà, je suis un financier. Et donc je vois le truc. Je me dis, c'est pas mal quand même. Et en fait, je m'interroge et je me dis, mais est-ce que c'est de ça dont j'ai envie? Parce que la contrepartie de ça, c'était quoi?
bah, si on lève 50 millions de dettes, je vais avoir un petit peu de pression. Bah oui. Et même si je la garde bien la pression, je vais en basculer un peu de pression aussi. Et puis il va falloir que derrière, ça dépote parce qu'on va avoir 50 millions à rembourser. Et puis je vais devoir aller une fois par mois, une journée à Londres pour rendre des comptes, pour discuter de stratégie, pour dire que cette branche-là, il faut qu'on la laisse, ces personnes-là, il faut qu'on s'en sépare, ces investissements, il faut qu'on les fasse. Et pourquoi pas? Et je me suis dit, en fait, je n'ai pas envie de ça. Non. Je n'ai pas envie de ça parce que, en fait, je n'étais pas capable de répondre à la question du pourquoi ferais-je ça? C'est ça. Pourquoi ferais-je ça? Pourquoi? Alors oui, stratégiquement, ça avait du sens, mais ça suffit pas. Pourquoi stratégiquement, ça ferait du sens? Oui, ça ferait du sens stratégiquement, mais pourquoi est-ce que tu veux le faire? Bah, pour avoir une plus grosse boîte? Oui, mais qu'est-ce que tu en as à faire d'avoir une plus grosse boîte? Tu veux la plus grosse boîte de France? Tu veux qu'on te regarde en se disant, mais tiens, Cyril, vraiment, il a très bien réussi. Il a la plus grosse boîte de Paris, ou la plus grosse boîte de conseil d'Île-de-France, ou la plus grosse boîte. Et je me suis dit, mais ça va nourrir mon hubris. Et surtout, moi, je m'en fous, quoi. Je m'en fous d'avoir la plus grosse boîte. Ok, stratégiquement, ça fait du sens, mais ça ne fait pas assez de sens au-delà de ça. Ça répondait à pourquoi en 2 mots, mais le pourquoi en un seul mot, profond, là, ça répondait pas. La réponse. Ça répondait pas, d'autant que je voyais que ça allait m'enrichir encore plus si ça marchait dans un système où donc ça veut dire que j'allais devenir plus riche et j'allais avoir un statut social supérieur encore. C'est-à-dire que c'est sûr que si je suis à la tête d'une boîte de conseil de 2000 personnes, tout de suite, ça vous pose. Hein, bon. Sauf que je me suis dit, mais est-ce que c'est ça que je cherche? Oui. Mais quand tu me parles de trop riche, ça pose tout de suite la question, c'est à partir de quand tu te sentirais trop riche? C'est difficile, ça, cette question. On connaît le seuil de pauvreté, mais enfin, c'est pas celui-là qui fait la limite entre pauvre et riche, puisque là, on parle de vraie richesse, quoi, financière. Et donc, les réponses, tu les as eues là-dessus pour dire... j'arrête, je lève le pied, je quitte. Non, parce que en même temps, je sais créer de la valeur. Et ça, c'est un talent de savoir créer de la valeur dans le système tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc ça, faut pas que je me faut pas que je me réfrène puisque c'est un de mes talents. Ben oui. En revanche, c'est ou alors pour qui cette valeur? Sinon, fallait partir. Mais absolument. Ouais. Mais la question, c'est plus. Ok, tu sais créer de la valeur, alors continue à en créer. Et je vais continuer à en créer. La question, c'est pour qui et comment. Et donc, là, si je l'avais fait, ça aurait été pour moi. Puisque je restais dans un schéma de build-up traditionnel. Même si j'avais ouvert le capital et que j'avais commencé à associer d'autres personnes, parce que je savais que c'était mieux d'avoir 2% d'une boîte qui vaut 20 milliards que 100% d'une boîte qui vaut 2 millions. Bon. Et j'ai quand même, à un moment donné, par le dénuement, entre guillemets, dans lequel j'ai vécu enfant, j'ai probablement souhaité être riche. J'ai en tout cas souhaité, un peu comme un Rastignac, reprendre la place que je pensais devoir être la mienne. Donc, j'ai voulu obtenir ce statut social, j'ai voulu être directeur financier d'une boîte cotée, j'ai voulu être patron et PDG d'une boîte, parce qu'il y avait des injonctions dans mon enfance, pour prouver à mon père pour prouver à mon grand-père et puis parce que je voulais gagner de l'argent, parce que j'en avais pas eu. Ça, c'est une évidence. Et cette partie de toi a été nourrie comme ça? Oui. Et il y avait une autre partie de toi qui restait, c'était celle de la sobriété. Exactement, et de surtout le don dans le dénuement, quoi. Et donc, en 2017, je me dis non, ou 2018, je dis non, j'y vais pas. Et je me dis, ok, donc j'ai compris un truc. En fait, je suis en train d'accumuler de la richesse. Et ça, c'est super, sauf que cette richesse, il ne faut pas que ce soit pour moi. Et surtout, comme ça commence à se compliquer avec mon associé et que je le vois, lui, dans le modèle très libéral, et encore une fois, c'était son droit le plus strict, à négocier le plus possible pour en tirer le maximum, sans se poser... Lui, il ne se posait pas de questions sur est-ce que je le mérite. Oui. Pour lui, c'est le système, c'est comme ça. Donc, c'est une négo. La négo, elle est dure, ok, mais moi, je prends le maximum. Je ne suis plus opérationnel depuis 2014. C'est pas grave. C'est pas moi qui ai fait la croissance des 5 dernières années. C'est pas grave, c'est mon droit d'actionnaire. Voilà, c'est mon droit d'actionnaire. Et de fait, c'est son droit. Et on fait une négo très dure. Alors, bien sûr, depuis, on n'est plus amis. Hein, ça, c'est une évidence parce que pour moi, qu'il ne se soit pas posé ces questions, j'avoue que... Et qu'il n'ait pas... voilà, qu'on n'ait pas pu s'entendre là-dessus, ça a été quand même une fracture pour moi, émotionnelle très forte.
Et donc, je me dis, OK, moi, je vais mettre l'argent à distance parce que, à la différence de lui, ce n'est pas en haut de mon échelle de valeur. En tout cas, c'est comme ça que j'ai analysé la façon dont il... Je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit en haut de son échelle de valeur, mais il se trouve que son rapport à l'argent n'est pas le même que le mien. Et je me dis, OK, il faut surtout pas que j'ai un veau d'or au-dessus de ma tête. Et donc, en fait, il faut que je donne la moitié de ce que j'ai. Il faut juste que, de manière... Et que cette richesse, je la loge ailleurs et qu'elle serve et que je continue à en accumuler, mais que ce ne soit pas pour moi. Et là, je commence à concevoir l'idée d'une fondation. Voilà, on y arrive. Et je me dis, bah, tiens, en fait, on pourrait faire la chose suivante. Et alors, peut-être avant ça, de manière concomitante, je lis beaucoup sur plein d'études prospectives sur ce qui se passera à horizon 2050. Je lis naturellement les collapsologues, des Yves Cochet et consorts, mais pas que. Je lis beaucoup de choses, le rapport Meadows. Enfin, je lis voilà, beaucoup de choses sur la prospective et sur la façon dont le monde est en train de tourner. Je découvre le donut de Kate Raworth, donc la théorie du donut avec les limites planétaires, les planchers sociaux. Je lis Jean Covici. Enfin bref, je rencontre plein de gens et je me rends compte que on est dans un moment inédit pour l'humanité. Que depuis 1950, on a explosé tous les compteurs et qu'on est sur des tendances qui font que on va vers un potentiel effondrement. Potentiel, mais c'est une perspective qui est tout à fait envisageable. Et qu'en en 1800, donc au début de la révolution industrielle, on est 1 milliard d'habitants sur Terre. On découvre des stocks de ressources fossiles, énergétiques ou minérales colossales, qu'on pense infinies, ou dont on ne se pose pas la question qu'elles sont finies, alors que si on s'était posé la question dès 1800, on aurait pu dire, bah oui, bien sûr que c'est des stocks finis, puisque la Terre, elle ne fait que 40 000 km de circonférence. Et à cette époque-là, Bruno peut choisir d'être riche, Cyril peut choisir de ne pas l'être, il y a de la place pour tout le monde. On est dans un monde d'abondance. Et dans un monde d'abondance, il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir de l'enrichissement, il peut y avoir des différences d'enrichissement et des inégalités de richesse extrêmement développées, puisque finalement, on peut choisir d'être riche tant la ressource est abondante. Sauf que déjà à l'époque, avec la colonisation, etc., manifestement, on ne traite pas tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais je ne reviens pas dessus, même si mes origines vietnamiennes, naturellement, m'ont fait y réfléchir. Sauf que là, on est en 2023. On a passé les 8 milliards d'habitants sur Terre et on se dirige vers 10, même si après, probablement, la population va décroître. Donc, au plan démographique, on a bientôt 10 milliards d'habitants à nourrir. Je vais la faire courte parce que tout le monde est au courant. On a un sujet climatique et de biodiversité et de régénération et du cycle du phosphate et du cycle du nitrate qui sont complètement bouleversés et qui ne fonctionnent plus. Et on a un sujet également lié à l'intelligence artificielle et à la technologie. Et nous connaissons une nouvelle révolution technologique. ChatGPT n'en est que l'écume. Et on a 3 phénomènes, donc démographique et social, climatique ou environnemental, climatique, biodiversité et technologique, qui connaissent des accélérations de type exponentiel dans un momentum de temps extrêmement court, 2030-2050, 2020-2050. Et l'humanité n'a jamais été confrontée à de tels défis, à de telles, tendances ou phénomènes majeurs qui impactent notre humanité de manière concomitante. Et ça, dans un monde fini, sauf à croire Jeff Bezos ou Elon Musk, on n'est pas demain sur la Lune en train d'extraire du pétrole ou des minerais précieux pour nos iPhones. Non, ça ne sera pas d'ici 2050. Sauf que d'ici 2050, il va falloir qu'on se satisfasse. Et après, probablement jusqu'à à minima 2100, il va falloir qu'on se satisfasse d'un gâteau qui fait 40 000 km de circonférence. Et là, nous rentrons dans une période de pénurie, la période de l'abondance. Et alors, quand Emmanuel Macron, effectivement, le mentionne, on en rigole peut-être un peu. La réalité, c'est que nous sommes rentrés dans une période de pénurie. Dans les périodes de pénurie, pour qu'on s'en sorte, il n'y a que des alliances et du partage qui fonctionnent. Et d'ailleurs, dans la nature, dans la jungle, quand tu es en basse altitude, dans une nature luxuriante et foisonnante, et notamment dans une forêt, tu enlèves un arbre et tout de suite, l'espace libéré par cet arbre est pris par les autres.
parce qu'il y a une abondance telle de ressources, etc. Quand à 2000 mètres d'altitude, il y a 4 pins ou 4 sapins et que tu en enlèves un, c'est pas du tout la même chose qui se passe. Les 3 autres se tiennent beaucoup plus et collaborent et coopèrent beaucoup plus. Dans un monde de pénurie, nous n'avons pas d'autre choix que de coopérer. Et donc, tu veux dire qu'il n'y a pas la même place pour des riches sans gêner ceux qui ont moins. Aujourd'hui, je pense C'est que ton constat. plus je prends une part du déduction. gâteau importante, absolument, moins il y en a pour les autres. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le partage n'est plus une option, c'est une nécessité. Oui. Parce qu'on est dans un monde de pénurie et plus j'en prends, pour moi, moins il y en a pour les autres. Donc ça veut dire que je me suis dit, OK, il faut que je me limite. Et la question que tu posais tout à l'heure, chacun met la limite où il veut en réalité. Moi, je me suis dit, en fait, je vais me limiter, et c'est déjà beaucoup, à une situation qui est celle que j'aurais connue si je n'avais pas été entrepreneur. À savoir, 4 sub dans le monde financier, c'est-à-dire que j'ai un appartement et une maison de campagne. C'est ce que j'aurais fait si je n'avais pas été entrepreneur. Et déjà, c'est beaucoup. Et déjà, je fais partie des immenses privilégiés. C'est le cas de quasiment tous mes potes. Tous mes potes, ils sont 4 sup. Et ils ont une maison de résidence principale et une maison secondaire pour la plupart d'entre eux. Oui. Alors, beaucoup de dirigeants créent des fondations avec cette préoccupation de philanthropie. Toi, tu as créé une fondation actionnaire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose et c'est effectivement intéressant que tu le soulignes parce que ma réflexion, donc, qui est partie du constat que je viens de faire, ça a été de dire, OK, je peux monter une fondation, mais si je fais ça, ça va être quoi l'objet de cette fondation ? Et c'est vrai que spontanément, si tu montes une fondation avec ton argent, tu vas vouloir que cette fondation, elle résolve des problèmes qui correspondent à tes... De santé au Vietnam ou d'école, d'éducation. Exactement, donc ça va être les enfants du Mékong. Mais c'est bien aussi. Hein. Mais c'est bien aussi, bien sûr. Sauf qu'en fait, j'ai eu une réflexion un peu différente et je me suis dit, je ne veux pas être dans une logique de give back. D'accord. Et surtout, je ne veux... Parce que tu veux tarir à la source. Oui, et puis surtout, ce faisant, quand on fait ça et quand beaucoup d'entrepreneurs font ça, ils ont une activité professionnelle d'un côté qui a créé de la richesse et dont ils ont tiré beaucoup d'argent. Et puis, beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs ont une dimension philanthropique et ont envie de redonner parce qu'ils se rendent compte qu'ils déjà ils ne pourront pas tout craquer. J'en côtoie beaucoup. Voilà, bien sûr. Donc, il y a plein de gens extraordinaires qui montent des fondations et qui y mettent d'ailleurs et qui y associent leur famille. Ce sont des fondations familiales et qui font plein de bonnes choses. Sauf que je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller un peu plus loin parce que, en fait, notre système économique, notamment, et le système capitaliste dans lequel on vit, si on fait ça, en fait, on ne challenge pas et on ne résout pas un problème qui est que le système dans lequel nous sommes a quand même des outputs, enfin et quand même à certains égards délétères. Et donc, il faut idéalement ne plus distinguer la philanthropie de l'économie. Oui. Il faut finalement ne plus... Parce que si je suis caricatural, je peux faire fortune dans le gaz de schiste en utilisant des enfants pakistanais que je ne paye pas, et ensuite monter une fondation pour restaurer les écosystèmes et aider l'enfance du sud-est asiatique. Ouais. Et en fait, il y a un truc qui cloche. Oui. Alors, bien sûr que tous les entrepreneurs ne font pas ça, mais on ne peut pas passer son existence professionnelle dans le business à faire des choses pas toujours très clean, qui abîment la planète et l'homme, et puis après, développer des fondations, aussi vertueuses soient-elles, parce que en fait, on est peut-être juste en train de rééquilibrer les choses. Et donc, je me suis dit, OK, je vais pas faire une fondation à la familiale. source le voilà. sujet. Et je vais monter une fondation actionnaire de la boîte. Oui. Elle va d'ailleurs porter le même nom, elle va s'appeler Seabird Impact, et elle va, comme ça, créer une forme de circularité. Tu dis elle va parce que c'était à l'époque. Oui, c'était à l'époque. Aujourd'hui, elle existe, bien sûr. Et alors, peut-être c'est important d'expliquer pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas au fait de ces sujets, comment ça se passe. Du coup, tu as cédé tes titres qui t'appartenaient, une partie de tes titres ont été donnés pour constituer cette fondation. J'ai donné, alors je voulais donner 50% de mon patrimoine à cette fondation. Ton patrimoine qui est essentiellement celui de l'entreprise. Qui est essentiellement des actions de l'entreprise, plus
puisque dans ma démarche, je raisonnais au niveau de mon patrimoine global, plus je mettais dedans la valeur de mon appartement et la valeur de ma maison de campagne et les quelques avoirs qu'on a. Et donc, je voulais donner 50% de ça. Enfin, symboliquement, je voulais me déposséder de 50%. De 50%. Et, sauf que j'ai 3 enfants et je me suis heurté à une disposition du droit français, en droit successoral, qui est la réserve héréditaire. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que comme mes enfants à l'époque étaient mineurs, je ne pouvais pas donner plus de 25%. Et que si je voulais aller au-delà, il fallait que je nomme un juge des tutelles, c'était tout un truc. Donc je me suis dit, bon, on va commencer par 25. On commence par 25. Donc je donne déjà ce dont j'ai le droit. Mais déjà, j'ai été très heurté du fait que je ne pouvais pas disposer de tes biens, des biens que j'avais, dont j'avais créé la richesse et qui, où mes enfants n'avaient rien à voir avec ça. La loi est faite aussi pour prévenir de gros problèmes parfois. Pour protéger, bien sûr. Mais c'est particulier quand même au droit français. Il y a d'autres pays, en Europe ou aux États ou anglo-saxons, on est complètement libre. Où on est complètement libre. Et puis, donc j'ai donné 25% de mon patrimoine, qui représentait en l'occurrence 23% des actions de Seabird. Et je les ai donné à une fondation, Seabird Impact. Et cette fondation, elle bosse dans le secteur de l'assurance et de la finance, donc même secteur d'activité, et elle mène des actions pour rendre le secteur financier plus inclusif et plus durable, mais ce sont des actions de type philanthropique. Donc on a un programme d'égalité des chances pour faire venir au métier de l'assurance et de la banque des gens qui n'auraient aucune chance d'y arriver. On a un programme d'incubation de start-up à impact, c'est-à-dire qu'on incube et on aide et on finance ou on fait des masterclass pour des porteurs de projets qui veulent monter une boîte d'assurance ou une boîte de finance, une fintech ou une assurtech, avec au cœur du projet la résolution d'un problème social ou environnemental. Et on a un troisième programme qui est un programme d'études prospectives qui, idéalement, j'espère, conduira à ce qu'on crée une chaire de comptabilité en triple capital, comptabilité financière, comptabilité écologique, comptabilité capital humain, du secteur financier. Ok. Alors, une fondation actionnaire, elle a un double rôle. C'est que d'abord, elle doit jouer son rôle d'actionnaire vis-à-vis du groupe Seabird, c'est-à-dire s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour le développement de l'entreprise. Et puis, elle a cette vocation philanthropique. Elle a les deux. Contrairement à une... Elle a les deux, sachant que dans le droit français, en réalité, elle n'a qu'un seul droit, c'est de faire de la philanthropie. En fait, moi, j'appelle ça fondation actionnaire, mais par déformation d'une certaine manière, mais c'est une fondation actionnaire de statut juridique, fonds de dotation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des sujets techniques, mais assez propres à la législation française. Et Bercy est très vigilant là-dessus, et c'est tout à fait normal, parce que en France, le secteur philanthropique et le secteur lucratif et le secteur non lucratif sont très séparés. Et donc, il y a en gros business, philanthropie. Je comprends. Et c'est vrai que ce qu'on fait, c'est réconcilier un peu les deux, et en le faisant dans le respect de la loi, mais quand même en disant... J'imagine, parce que si la fondation voit se tarir la ressource, c'est-à-dire l'arrivée de dividendes de l'entreprise, elle va pas durer longtemps. Elle va pas vite Donc sa première responsabilité, c'est de s'assurer que les flux sont là et que Seabird fait bien son job. Oui, mais légalement, elle n'a pas le droit de faire d'ingérence. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, mais alors donc, mais la fondation n'est pas donc dans le conseil d'administration de groupe Seabird. Et donc c'est pour ça que j'ai dû interposer entre la fondation actionnaire et Seabird une holding qui s'appelle Seabird Impact Holding, qui est une SAS, qui elle joue filiale de la fondation, filiale à 100% de la fondation, qui elle joue pleinement. Ah oui, d'accord. Oui. C'est comme ça. Ah bah oui. Et ce qui permet aussi que si je remonte des dividendes, je les stocke dans la SAS, j'en remonte qu'une partie dans la fondation et j'en garde en réserve dans la SAS pour pouvoir recapitaliser en dessous. Parce que si jamais j'avais pas interposé, je pouvais que remonter dans un sens, mais je n'avais plus le droit d'en descendre. Justement parce que... Donc voilà, c'est un peu technique, mais en même temps, c'est là où on en est en termes de droit français sur le sujet des fondations actionnaires. Mais je voudrais, alors c'est magnifique, mais je voudrais quand même reparler avec toi de l'impact sur ta famille, parce que cette décision que tu prends, elle est quand même très conséquente. Elle va impacter, c'est le cas de le dire, tes enfants. Comment ça s'est passé, le dialogue en famille? Ils étaient peut-être encore petits quand vous avez évoqué ça. C'était en 2019. Tu leur as dit, voilà, je vais vous déshériter. Tu l'as peut-être pas dit comme ça. Alors, en l'occurrence, c'est pas le bon mot. Hein, c'est pas le bon mot. Mais... Alors, en l'occurrence, comme je n'ai utilisé que la quotité disponible, tu as respecté la loi. Pour l'instant, je les ai... Enfin,
si je n'avais pas donné ces 25%, ça leur serait revenu. Oui. Donc de ce point de vue-là, ils en sont privés. Oui. Pour autant, comme c'était ce qu'on appelle la quotité disponible, j'en ai disposé comme je l'entendais. Et à ce titre, ils ne peuvent pas du tout m'en vouloir. Alors, j'en ai discuté avec eux. Et en fait, mes enfants, depuis le début, ils savent qu'ils ont beaucoup de chance. Et puis, ils sont de la génération des X ou Y, Z, je ne sais plus laquelle. Mais en tout cas, cette génération qui voit que le monde qui vient, il est quand même très anxiogène. Que accumuler pour soi, c'est se construire une forme de citadelle, mais c'est nier la réalité de ce qui est en train de se produire. Et ils ont déjà, mais par la culture familiale, développé une forme de sobriété. Donc mes gamins, ils portent mes fringues ou celles qu'ils vont acheter sur Vinted. Non, pas de leur cousin, de leur père. Vinted, c'est pareil. ou de leur cousin de Vinted, exactement. Ouais. Celui qui a 18 ans, il a 25 € d'argent de poche par mois. Celui de 20 ans, on l'a monté à 50 € là, il y a 2 semaines. Avant, il était à 35. Ils sont dans la sobriété. Et donc, on en a discuté avec eux. Et ils sont contents. Ils sont contents qu'on ait fait ça. Ils sont contents que j'ai fait ça. Parce que, en fait... c'est aligné avec leurs préoccupations, c'est aligné avec ce que je dis aussi, c'est-à-dire que moi je vois que le monde va pas bien et je dis et ben voilà ce que j'essaie de faire à mon échelle. Donc pour eux en fait c'est juste que c'est cohérent quoi. Ça a suscité des échanges avec ton épouse. Elle était d'emblée dans cette idée-là aussi. Alors mon épouse, elle est artiste plasticienne. Il a fallu négocier. Mais non, pas du tout, parce que mon épouse, elle est artiste plasticienne. Quand elle se paye un croque-monsieur à 10 € à Montreuil, elle se dit que bon, demain, le lendemain, faudra qu'elle soit un peu plus sobre. Et elle vit d'ailleurs avec des artistes plasticiens et des peintres qui gagnent pas un radis, quoi. Ah, oui. Donc elle est dans cette sobriété, elle est dans cette mesure. Et elle sait bien qu'on n'a pas besoin de tout ça. Et elle sait bien même que plus on partagera, plus on sera heureux. Donc, on est complètement alignés. Donc, en fait, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. On en parle volontiers, mais c'était une évidence en réalité. Et surtout, ça nous a beaucoup libérés de faire ça. Et finalement, c'est ça qui est terrible, c'est que spontanément, quand on réfléchit de manière un peu théorique, on se dit, si je gagne au loto, je donne la moitié à ceux qui n'ont pas d'argent. Ou si je deviens riche. Et puis en réalité, c'est que quand ça vous arrive, en tout cas pour l'avoir vécu et pour le voir autour de moi, une fois qu'on a des choses, c'est compliqué de s'en déposséder. Oui, mais tu me disais quand on préparait cet entretien qu'une de tes motivations aussi, c'était de dire je veux garder mes amis et du coup avoir un niveau de vie qui soit pas trop décalé par rapport à eux parce qu'on a envie de partir en vacances au même endroit. J'ai pas envie si on part en vacances, d'être celui qui paye pour les autres, ça crée une distorsion dans la relation d'amitié. Il y a tout ça dans ta démarche finalement, j'imagine. Oui, bien sûr, exactement. Et tu vois, je déjeunais avec ma sœur qui rencontre de grandes difficultés actuellement et je l'aide. Mais à chaque fois que je l'aide et que je lui propose, par exemple, sa fille veut faire le HESS, mais elle n'a pas un radis, je lui dis, écoute, je peux financer ses études. Et je le fais, spontanément, je le fais parce que j'ai cette possibilité. Et en même temps, je sais combien c'est délicat de recevoir. C'est délicat, c'est ça, c'est délicat. C'est-à-dire que l'argent, quand il intervient dans une relation, il change la nature de la relation. Oui. Et moi, je veux pas qu'on m'aime parce que je donne de l'argent, naturellement, et personne ne voudrait ça, du reste. Oui. Et donc, je suis quand même très précautionneux. Voilà, c'est l'argent, et c'est très bien l'argent. Je trouve pas ça sale, hein, et je trouve ça très bien de s'enrichir. Je dis juste, faut faire vachement gaffe. Enfin, j'imagine que nos auditeurs ont ce genre de prévention, mais je vois combien ça peut modifier la relation. Et moi, je veux pas que ça les modifie. Ouais, c'est ça. Et je veux pas me retrouver, tout à l'heure, tu disais... en introduction que l'entrepreneur qui voulait pas devenir riche, je l'ai voulu et en même temps pour fréquenter quelques personnes qui ont un peu d'argent et qui parfois le claquent de manière quand même un peu surprenante de mon point de vue. Toi. En fait, je me dis non, moi je veux pas appartenir à ce monde-là. Ça m'intéresse pas, quoi. Et puis surtout
je veux pas que ça dénature qui je suis ou les relations que j'ai tissées. Le partage, il s'est fait aussi à travers l'implication des salariés dans le capital. On le disait tout à l'heure, 16% du capital est détenu par les salariés à travers une ManCo, un FCPE. Comment ça a été accueilli aussi de leur part, cette mesure-là? Est-ce qu'ils ont conscience d'être dans une entreprise un peu extraordinaire ou c'est pour eux tellement naturel? J'ai pas l'impression. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a presque 1,6 million d'euros dans le FCPE, donc ça c'est super. Et dans une boîte non cotée, c'est assez rare. Dans le monde du conseil, encore plus. Et c'est vrai que traditionnellement, dans le monde du conseil, c'est que ceux qui ont des cheveux gris, qui ont des actions, qui sont un peu plus malins que les autres, qui disent avoir pris un peu plus de risques, et donc qui considèrent que c'est pour ça qu'ils prennent l'essentiel de la galette. Non, là, il y a 3/4 des collaborateurs qui ont des actions. Je ne suis pas certain qu'ils se rendent compte que c'est assez rare dans nos environnements de conseil. Moi, je pense qu'ils s'en rendent compte, mais forcément, ils ne vont pas forcément te le dire. Oui, ils te le diront un jour, quand tu partiras. J'espère. Oui, ça risque d'arriver. Eh bien, Cyril, on arrive au terme de notre échange. Déjà. Merci pour tout ce que tu m'as partagé. Bah oui, déjà, ça passe vite en général. J'ai 3 questions pour terminer notre échange. Puisque tu l'as dit, c'est pas tellement de l'argent que tu as envie de transmettre à tes enfants, tu as envie qu'ils gardent la tête froide et réaliste dans le monde dans lequel ils vont vivre. Mais qu'est-ce qui te tient le plus à cœur de transmettre à tes enfants? Moi, ce qui me tient le plus à cœur, et je crois que c'est en passe de se produire, fort heureusement, c'est qu'ils soient dans le partage, et la préoccupation pour ceux qui n'ont pas eu autant de chance qu'eux, et qu'ils soient sans culpabilité aucune, c'est très important, parce qu'eux ont reçu beaucoup, dans l'aide à ceux qui ont moins reçu ou qui ont rencontré de plus grandes difficultés. Voilà, qu'ils aient toujours cette préoccupation et qu'ils ne soient pas juste là pour tracer leur route. Donc, le partage et l'attention aux autres, c'est le truc le plus essentiel pour moi. En souvenir de leur grand-mère aussi. Et en souvenir absolument de leur grand-mère. Est-ce qu'il y a d'autres métiers, autres que chef d'entreprise, que tu aimerais faire dans la vie? Il y en a plein. Ah, il y a plein de métiers. Ah, il y a plein de métiers. J'aurais aimé être chanteur d'opéra. Ah, ben ça. J'aurais aimé être architecte. J'aurais aimé être menuisier menuisier. J'aurais aimé... Oui, c'est ça, pour l'essentiel. Chanteur d'opéra en premier. Oui, en premier, oui. J'ai été pendant 4 ans dans un groupe de rock quand j'étais étudiant. Et j'ai le goût de la scène. J'ai adoré ça. Et enfant, j'étais dans une chorale d'enfants et j'étais soliste. Et quand on me demande quel est le plus beau jour de ma vie, c'est pas la naissance de mes enfants, c'est pas le mariage avec ma femme, paradoxalement, et je le dis sans complexe, c'est le jour où j'ai chanté le Pie Jésus du Requiem de Fauré. J'avais 11 ans, et j'étais dans une chapelle et il y avait tout un auditoire, et je me suis avancé et j'ai chanté ce Pie Jésus en soliste. Waouh! Et je peux te dire que j'étais au paradis. Au paradis, oui. Et ma dernière question pour terminer, c'est si tu en avais la capacité, avec quel personnage célèbre, vivant ou mort déjà, tu rêverais de prendre un café? J'hésite entre Gandhi et De Gaulle. Gandhi et De Gaulle. C'est des hommes politiques, tous les deux. Oui. L'un peut-être encore plus spirituel que l'autre, en tout cas visiblement spirituel. Les deux l'étaient sans doute. Les deux étaient très, très inspirés, très aspirés, on va dire. Gandhi, ce qui est remarquable, c'est par la non-violence. Ce qu'il a réussi à... Alors, je crois que dans la sphère personnelle, c'était plus difficile. Voilà, on a tous nos contradictions. On a tous une part d'ombre, et heureusement, d'une certaine manière. Mais voilà, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Conduire le changement et opérer un tel changement avec aussi peu de versement de sang, quoi. Bah oui. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais lui poser dans ce cas-là? Comment il s'y est pris? Comment il s'y est pris? En tout cas, Cyril, merci parce qu'on a découvert comment tu t'y es pris et tu n'as pas fini de t'y prendre, je pense. C'est une belle histoire que tu as commencé à écrire, c'est super. Enfin, à chaque fois que je te rencontre, je suis nourri et j'espère que ceux qui nous écoutent vont l'être aussi. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Et à bientôt.